près hein, du Soleil, là. Euh, c'est une lumière blanche. C'est... en fait, ce que je vois, c'est que c'est quand même... c'est sphérique, mais c'est pas une boule. C'est pas une boule, vraiment. C'est pas une sphère. C'est une apparence sphérique. C'est plutôt comme une ouverture. C'est comme si on perçait un trou dans une photo et que la D'accord. lumière traverse le trou. C'est fait vraiment comme une ouverture. Et il y a plusieurs... à l'intérieur, enfin, c'est comme s'il y avait une grosse ouverture circulaire et à l'intérieur, comme s'il y avait plusieurs petites ouvertures pour visualiser. Il faut imaginer un gros faisceau de lumière constitué de plusieurs petits faisceaux de lumière à l'intérieur. D'accord. Et c'est comme ça que c'est ça que je vois. En fait, ce que je vois, c'est que chaque faisceau est un portail qui va vers un autre endroit de l'univers et pas forcément au même moment non plus. Donc un changement d'espace-temps. Mais pas la même destination selon le faisceau lumineux. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher davantage? Ouais. Mhm. Ben là, en fait, je suis au niveau d'un des faisceaux lumineux et en fait, c'est l'entrée d'un trou de verre, en fait. C'est pas vraiment un portail, c'est un trou de verre. C'est comme l'entrée d'un tunnel dans l'espace-temps. Ok. Et je vois, alors si je rentre vraiment dans le tunnel, l'environnement, il est plus blanc, il est bleuté, bleu clair. Mhm. Et j'ai toujours la possibilité de rester là où je suis, mais si je me laisse porter, ça va m'emmener vers l'autre extrémité. D'accord. On va déjà se concentrer sur ce que tu vois là maintenant. Est-ce que tu peux te concentrer sur la matière, si je peux appeler ça comme ça, de la lumière? Parce que je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est réellement de la lumière? Est-ce que c'est plus dense que... En fait, il n'y a pas vraiment de... Ah, c'est du rayonnement lumineux. Ça a quand même une masse, mais c'est pas solide. C'est pas non plus liquide. C'est plutôt du plasma. C'est une forme de matière qui est où en fait les noyaux des atomes sont séparés des électrons. C'est que des particules, des petites particules en fait qui sont dans une espèce de soupe. Et c'est l'état de la matière qui constitue le Soleil, parce que c'est comme une projection de plasma qui arrive par les différents faisceaux. Et d'où est-ce qu'ils proviennent ces faisceaux? Ces faisceaux, en fait, ils
viennent, c'est l'extrémité de trous de verre qui viennent, et à l'autre extrémité, c'est des trous noirs. Ça absorbe la matière à l'autre extrémité et ça la recrache sous forme de plasma lumineux au niveau du Soleil. Quand tu dis à l'autre extrémité, c'est à l'intérieur du Soleil, si réellement vous parlez d'intérieur? Non, à l'autre extrémité des trous de verre. Et il y a un trou de verre pour chaque faisceau lumineux. Mmh. Et le trou de verre emmène à un autre, c'est un voyage dans l'espace-temps, donc c'est un autre endroit et une autre époque. Et à l'autre bout du trou de verre, c'est un trou noir, c'est-à-dire ça absorbe la matière et ça la recrache, entre guillemets, au niveau du Soleil, sous forme de plasma lumineux. Et ce qu'on voit du Soleil, en fait, c'est les radiations, la lumière qui est émise par ce processus. Et pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Mmh. Bah, en fait, c'est un flux de matière. C'est comme la circulation sanguine dans le corps. Dans l'univers, en fait, il y a des flux de matière. Et c'est des flux qui se font avec l'absorption à travers des trous noirs et l'éjection de matière à travers des trous blancs, la sortie, si on peut dire. Mmh. Est-ce qu'on peut comptabiliser ces trous, ces faisceaux lumineux? Ces trous de verre? Oui, alors il faut savoir que c'est fluctuant, c'est vivant. C'est-à-dire qu'il y a des trous de verre qui se bouchent, d'autres qui s'ouvrent. C'est en perpétuel changement. Mais si on prend une estimation, on va dire une moyenne, il y a 200 ou 300 faisceaux de cet ordre-là, avec des destinations différentes à chaque fois. OK. Alors je vais juste te demander de confirmer si j'ai bien compris par rapport aux faisceaux parce que, là dans ma tête, je visualise ça un petit peu comme une sorte de gruyère, heu, où il y a des des trous de verre qui emmènent vers un autre, univers Mhm. et qui sont l'intérieur est lumineux, est blanc et Oui. qu'est-ce qu'il y a entre les différents trous de gruyère, en fait? Est-ce qu'il y a En du fait, gruyère ou est-ce qu'il y a pas de il n'y a pas vraiment de gruyère, ils sont juste collés c'est ensemble? Hein. collés les uns aux autres. Ouais. C'est plus, faut imaginer par exemple le fil électrique. Souvent, un câble de fil électrique, c'est constitué de plusieurs Ah oui, petits fils à câble. l'intérieur qui sont Mmh. posés tous les uns à côté des autres. Et ben là, en fait, c'est un peu comme ça. C'est comme si chaque faisceau, c'était un petit fil, et puis la juxtaposition de tous les faisceaux, ça crée une apparence de quelque chose de circulaire. OK, je comprends mieux, merci et donc tu me dis qu'il y a à peu près 200-300 faisceaux lumineux Oui, c'est collés de cet les uns aux ordre-là, autres quoi. Ouais, et ouais. ça part dans toutes les directions? C'est Euh, relativement oui, sphérique, donc ce n'est pas, c'est d'apparence circulaire. C'est Mais c'est pas une vraie sphère en fait, hein. C'est pas vraiment une sphère. C'est un peu, c'est plus une apparence de sphère. Parce OK. que en fait, le problème c'est que là, il y a encore un problème de géométrie. On essaye de décrire quelque chose avec notre géométrie et elle n'est pas suffisante pour décrire un objet comme le Soleil.
parce que la géométrie du Soleil, elle peut être décrite avec des géométries qui sont plus avancées que celles que l'humain connaît actuellement. C'est plus compliqué parce que là, il y a des déformations d'espace-temps dues à la structure même du Soleil, qui fait que ça ne peut pas être décrit comme une sphère. C'est pas vraiment une sphère. Il y a quelque chose que je comprends pas parce que justement, quand on parle de boule, c'est l'unité. Tout ce qui est cercle, c'est l'unité. C'est tout. Oui, oui, mais c'est pareil, c'est une description simplifiée, la sphère. C'est une description simplifiée de la réalité. À chaque fois qu'il y a un amas de masse, que la masse devient très importante, il y a des déformations spatio-temporelles qui font que la description avec une sphère, c'est une simplification. D'accord. Okay. Et pourquoi est-ce qu'il y en a cette quantité-là et pourquoi pas plus ou pourquoi pas moins? Qu'est-ce qui détermine la quantité de faisceaux lumineux? L'univers, il est hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a plus de circulation de matière et des endroits où il y en a moins. C'est comme dans le corps humain, il y a des endroits où il y a plus de vaisseaux sanguins et des endroits où il y en a moins. Donc en fait, en fonction de la zone de l'univers où on se trouve, les étoiles vont avoir plus ou moins vont être des connexions plus ou moins riches en termes de quantité de trous de verre en fonction de la zone entre guillemets d'innervation de l'univers. C'est-à-dire si c'est une zone très innervée, on va avoir plus de faisceaux dans les étoiles, et puis si c'est une zone qui est moins innervée, ben, il y aura moins de faisceaux. Alors, je vais peut-être t'embêter avec ma question, mais qu'est-ce qui fait qu'une zone est plus innervée qu'une autre? Ça a à voir avec la vitalité de la zone de l'univers. C'est-à-dire que plus c'est innervé, plus c'est une zone dynamique qui évolue, qui a plus de vitalité et qui change davantage et qui expérimente davantage. Il y a des zones plus, on va dire, qui vivent à une échelle de temps plus ralentie et qui expérimentent moins, alors que d'autres sont plus actives. D'accord. Et tous ces faisceaux lumineux, ils sont reliés à notre propre univers, pas aux autres. Pas exclusivement. C'est majoritairement à l'univers, à notre univers, mais il y a certains, il y a certaines connexions avec d'autres univers. Est-ce que tu Et vois en une différence particulier, entre ces faisceaux qui sont reliés à notre propre univers et ceux qui ne sont pas reliés à notre univers? en général, ce que je vois, c'est que si je peux dire, la taille du faisceau est plus grosse quand c'est entre des deux univers que quand c'est à l'intérieur d'un même univers, en moyenne. C'est comme si, pour donner une image, on voulait soit faire de l'innervation, apporter du sang localement, donc on a besoin de petits vaisseaux. Mais si on veut transporter du sang par exemple, du cœur jusqu'à la tête, ça fait une grosse distance, et là on va utiliser des autoroutes, c'est des espèces de gros câbles
qui vont transporter beaucoup de fluide. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que entre deux univers, ça va être plutôt des gros câbles et des plus petits câbles en général à l'intérieur du même univers. Ok. Et tu parlais de matière blanche, que ça éjectait de la matière blanche. Tu parles du plasma? Oui. Ouais, ça se manifeste sous forme de plasma et c'est lumineux, c'est blanc. C'est une lumière blanche. On voit avec l'œil physique que c'est de la lumière blanche. Ok. Est-ce que tu remarques des différences d'intensité peut-être entre les différents faisceaux ou est-ce qu'ils sont tous identiques? Oui, il y a des variations quand même. C'est pas tout à fait la même intensité. Ok. C'est plus une question de flux en fait, d'intensité plutôt que au niveau de l'apparence en termes de couleur, ça change pas trop. C'est surtout qu'il y a des endroits où le flux est un peu plus fort et d'autres c'est moins fort. Et ça correspond à la taille aussi des trous noirs qui sont à l'autre extrémité. Si c'est des gros trous noirs, par exemple, le centre d'une galaxie, ça va être un flux assez important. Si par contre c'est des petits trous noirs à l'autre bout, ben le flux à la sortie, il va être plus faible. Mhm. Ok. Donc tu parles de trou noir, c'est ce qu'il y a derrière, c'est pas le trou de verre que tu constates à l'entrée, c'est pas la même chose. Non, c'est à l'autre bout du trou de verre, de l'autre côté, quoi. Quand on arrive à l'autre bout du Ouais. trou de verre, là, il y a le trou noir, c'est là où ça absorbe la matière. Ok, très bien. Est-ce qu'il est possible d'avancer le temps pour remarquer ce qu'il se passe au niveau de ces faisceaux? Est-ce que il est possible que certains faisceaux disparaissent, d'autres se créent? Qu'est-ce que tu peux Oui. remarquer par rapport au mouvement de tout ça? Ben oui, ça évolue hein, en permanence. Après, c'est à une échelle de temps qui est plus, enfin, c'est par rapport l'échelle de temps de la vie humaine, c'est très lent. Mais, mais à l'échelle de la vie du Soleil, on va dire, c'est assez, c'est assez rapide, on va dire. On pourrait considérer ça comme quelque chose qui, je sais pas, pour trouver une analogie, euh, la respiration humaine, par exemple, il y a un cycle, ça, ça change. On inspire, on expire. Bon, on voit on perçoit le flux d'inspiration et d'expiration. Bah, pour le Soleil, c'est pareil, à son échelle, il voit la formation euh, de nouvelles connexions, hein, de nouveaux trous de verre, et puis la disparition d'autres trous de verre. Euh, c'est très. Il y en a qui grossissent, et puis qui s'éteignent, et puis d'autres qui se créent. Ça bouge en permanence. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un faisceau lumineux qui disparaît, il y a un univers qui disparaît également de l'autre côté, avec lui, Non, non? non, c'est la connexion à cet univers qui Ah, disparaît.
D'accord. L'univers, lui, il change pas, mais c'est comme si le trou de verre se dissolvait en fait, et puis que à l'autre bout, le trou noir se dissolvait aussi, c'est-à-dire qu'il il se dissout, quoi. Est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qui crée un trou noir dans un univers? En fait, c'est un peu comme un pli sur un vêtement, c'est-à-dire que par exemple, si au départ le vêtement il a bien été repassé, il est Mmh. tout lisse, il n'y a pas de pli. Et puis l'univers, il a sa propre vie, donc c'est comme si il se mettait à bouger, et puis paf, ça crée des plis. Et quand les plis euh, sont vraiment bien faits, d'une certaine façon, c'est comme si ça créait un trou dans le vêtement, et paf, ça y est, ça démarre une connexion avec une autre partie de l'univers ou un autre univers. D'accord. Est-ce que tous les trous noirs sont reliés au Soleil? Euh, Ou à leur Soleil? En fait, tous les trous noirs sont reliés à des trous blancs. Les trous blancs sont soit dans des étoiles, soit ça peut être aussi des centres de planètes ou des centres de galaxies. Euh, surtout, surtout des centres d'étoiles et de planètes en fait. Parce que la plupart des centres de galaxies, c'est des trous noirs, c'est pas des trous blancs. Et ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Mais du coup, ça en ouvre une autre parce que qu'est-ce qui fait que le trou noir va être connecté soit à une étoile, soit à une planète? Pourquoi ça se fait ainsi? Euh, Il y a des paramètres qui peuvent influencer ça? hmm. Alors, euh, là, ça commence à être compliqué. Euh, Regarde simplement. je suis en train de voir des couches comme un millefeuille de formation d'univers parallèle. Mmh. Et c'est comme si il y avait des architectures qui se répliquaient d'une feuille à une autre. Mmh. Il y avait une architecture de fondamentale et c'était comme un peu presque comme des photocopies, mais c'est pas des photocopies exactes, sinon ça serait exactement le même univers. C'est des univers parallèles. Il y a des différences, des petites différences entre chaque. Et pour revenir à l'analogie entre les trous de verre, les trous noirs et les trous blancs, avec la circulation sanguine, il y a les veines et les artères. Euh, donc, ça circule en sens opposé. Et en fait, cette architecture globale permet la circulation, une circulation comme une homéostasie au niveau de chaque univers. Et
et cette structure, cette architecture, elle se réplique d'univers parallèle en univers parallèle avec quelques modifications, mais ça reste basé sur une architecture de base qui fait en sorte que la matière a la possibilité de bien circuler sur l'ensemble de l'univers. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits qui vont être des absorptions de matière et des endroits qui vont être des éjections de matière, et puis que ça va être réparti de façon suffisamment harmonieuse pour que l'univers puisse expérimenter une certaine dynamique de sa matière à l'intérieur de lui. Et du coup, ça va attribuer à tel ou tel astre telle ou telle propriété, soit que ça va être un trou noir, soit ça va être un trou blanc, soit une combinaison des deux des fois. Et en fait, tout ça, c'est fait pour qu'il y ait une espèce d'homéostasie, hein, d'équilibre et avec une certaine dynamique interne sur l'ensemble de l'univers, en fait. Ok, je comprends. Est-ce que tu vois toujours ces faisceaux lumineux? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux savoir s'ils ont toujours été là, si du moins le soleil a toujours été là? Ou est-ce qu'il y a eu une date de commencement? Je vois un moment où c'est comme si il y avait une ouverture qui se créait dans l'espace, une ouverture de lumière, comme un diaphragme qui s'ouvre. Naissance. C'est pour ça que l'analogie avec une photo qu'on perce et que la lumière traverse, c'est une assez bonne analogie, parce que là, c'est comme si cet espace se perçait et qu'il y a la lumière qui commence à arriver et ce plasma qui commence à arriver. Et ça commence par un faisceau important, un gros, qui, par exemple, peut connecter à un autre univers. Et puis après, ça s'agglutine. Il y a d'autres faisceaux qui viennent se rajouter. C'est un phénomène d'entraînement. C'est comment expliquer? J'essaye de trouver une autre analogie qui permet d'expliquer ça. Par exemple, la formation d'une ville. Au départ, c'est un hameau et il y a quelques habitants qui se rejoignent. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui vont arriver à cet endroit-là, ça va créer un village. Et puis après, il y en a d'autres qui vont arriver, ça va devenir une ville. Et puis après, ça peut devenir une très grosse ville. S'il n'y avait pas eu les 4-5 personnes au départ du hameau, ça se serait créé ailleurs. Ça a fini par s'agglutiner comme ça. Et en fait, c'est une espèce de loi d'attraction, puisque là, ça a commencé à émerger, ça attire vers la formation à nouveau sur le même principe, mais plus à cet endroit-là qu'à un autre endroit. Ok. Donc on peut considérer que finalement, il y a une naissance du soleil. Oui, c'est ça, oui. C'est une forme de naissance, oui. Et donc s'il y a naissance, est-ce qu'il y a mort? Oui, il peut y avoir mort. C'est un peu, en fait, on peut transposer ce qui se passe au niveau des faisceaux à l'intérieur, des petits faisceaux, à l'échelle du soleil entier. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le soleil, c'est comme un gros faisceau constitué de petits faisceaux. Et puis ce faisceau, comme les autres faisceaux, il peut s'ouvrir, naître, et puis il peut aussi se reboucher et disparaître. Est-ce qu'il a une durée de vie, ce soleil? Oui.
Entre le moment où il s'ouvre et le moment où il se referme. Ouais. Est-ce que ça, c'est possiblement mesurable? Est-ce qu'on peut le déterminer? Oui, sauf que là, il y a le problème de la mesure du temps qui pose toujours problème puisque en fait, la notion de temps c'est quelque chose de très subjectif en fait, qu'on essaye de mesurer nous avec être humain avec des objets. C'est toujours un problème hein, d'utiliser la notion de temps, de mesurer le temps en fait. Mais bon, Mmh. on peut donner des chiffres pour faire plaisir au cerveau gauche de certains humains. Je pense que juste déjà, le fait de le savoir, c'est déjà intéressant. Après, oui, donner des chiffres, c'est encore, autre chose. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais si tu as des chiffres qui te viennent, Bah, si je les demande, je vais les avoir, mais ça va rester à prendre avec des pincettes parce que vraiment mmh, mmh, c'est très subjectif en fait. et ben, allons-y, demandons. Demandons. Mmh. Alors, euh, On parle bien du nôtre, hein. Mmh. oui, oui, de notre soleil. Durée de vie, j'ai 2 milliards d'années. OK, très bien. Est-ce que tu peux nous demander qu'est-ce qui détermine ou influence cette durée de vie? Et ben là, c'est un peu pareil que la formation et l'ouverture et la fermeture des faisceaux, c'est-à-dire c'est les besoins de flux à l'intérieur pour générer une forme d'homéostasie de l'univers, les besoins de flux à l'intérieur de l'univers qui sont en fait qui conduisent l'ouverture ou la fermeture de ces centres-là. Et donc le Soleil étant juste un cas parmi tant d'autres. Mais le principe, c'est que c'est lié à l'homéostasie de l'univers, en fait. Mmh. Oui, c'est plutôt, tout est quand même bien équilibré, c'est vraiment pas du tout anarchique, hein, d'après ce qu'on Non, 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 constate. c'est pas anarchique. Ouais, C'est aussi, aussi bien organisé qu'un corps humain, par exemple. mmh, ouais, c'est ce que je constate. OK, et par exemple, bah, justement, quand on a un corps humain, quand on fait des choses qui ne sont pas adéquates, on va venir, diminuer sa durée de vie, on va dire, sans Mmh. là, moi, ça me fait penser à, par exemple, à ce que les humains peuvent, faire aussi avec la bombe atomique et le fait qu'il y ait d'autres espèces qui viennent, empêcher ce genre de choses parce que ça pourrait éventuellement avoir un impact au niveau de Mmh. l'univers et j'imagine à d'autres échelles dans l'unité même de notre univers et avoir un impact aussi sur le soleil, je sais pas? Donc c'est la question. Est-ce que Mmh. ça peut avoir un impact sur le soleil, par Ouais. exemple, Mmh. le les radiations, Bah, l'ouverture, nucléaires? ouais, le fait de lancer une bombe nucléaire, qu'est-ce que ça peut venir créer, générer dans l'univers pour que, ben, autant d'extraterrestres ne veulent pas que ça se fasse? Est-ce que ça a un impact dans notre univers et aussi au niveau des étoiles, de cette étoile? En fait, ça a un impact, oui, ça dépasse même l'espace et le temps parce que c'est scalaire comme effet. C'est-à-dire que ça passe même au-delà de la matière, du plan matériel. Ça passe dans les plans, subtils. Donc c'est vraiment très c'est beaucoup plus, impactant que ce que la plupart, des êtres humains, pensent. En tout cas ceux qui sont, dans
dans la gestion du nucléaire, la plupart ne se rendent pas compte que l'impact est aussi énorme. Et bien sûr, le Soleil est impacté aussi, puisqu'il fait partie de l'univers, mais c'est tout l'univers entier, en fait, et pas seulement au niveau du plan physique. Parce que je vois ça vraiment comme un déséquilibre, ça vient déséquilibrer l'homéostasie même de l'univers. Oui, Ça impacte en fait, on peut considérer ça comme une espèce de virus qui vient déstabiliser toute l'homéostasie de l'univers, en fait, et des univers. C'est vraiment quelque chose de nuisible. Ok. Pour l'instant, on va simplement rester autour du Soleil. J'aimerais que tu me dises si tu vois d'autres choses ou non. Ce que je vois, c'est que des fois, il y a des vaisseaux qui utilisent ces trous de verre pour faire du passage pour des raccourcis spatio-temporels. Certaines espèces utilisent cette méthode-là. C'est pas ce qui est le plus utilisé pour faire des longs déplacements dans l'espace, mais il y a quand même une certaine civilisation qui utilise ces trous de verre pour se déplacer. Donc il y en a qui arrivent par le Soleil, qui ressortent là, par certains trous de verre, par certains faisceaux. Et on les voit, on voit les vaisseaux spatiaux qui en ressortent par moment. Ok. Est-ce qu'il y a un certain danger à se rapprocher de ces faisceaux? Pas vraiment. Il n'y a pas de chaleur extrême comme ça a pu être dit parfois. Il y a un fort rayonnement, ça c'est sûr. C'est-à-dire que là, c'est comme si c'est pareil, quand on s'expose au soleil, en plein soleil, on n'y reste pas des heures, hein, parce que ça finit par brûler. Là, c'est pareil, c'est juste que c'est plus fort, le rayonnement est plus fort. Mais on va pas, on va pas, on va pas atteindre des températures comme ça brutalement, simplement au contact de ces zones-là. C'est juste l'effet du rayonnement qui fait que ça chauffe, c'est tout. Et Est-ce il que y a tu quand peux même, si le plasma, c'est quand même assez, sur le plan physique, c'est quand même assez chaud comme matière. Donc, il faut quand même des protections. Les vaisseaux qui traversent là, ils ont des champs de protection qui font comme un espèce de vide entre le champ de protection et le vaisseau. Ça sert d'isolant en fait, d'isolant thermique notamment, mais pas que thermique. Ça sert aussi d'isolant par rapport au rayonnement électromagnétique, et puis par rapport à d'autres aspects encore. Mais le flux de matière plasmique, il est quand même assez chaud. Bon, voilà, au contact direct de ce flux, forcément, ça fait monter la température. Est-ce que tu peux regarder si c'est le même genre de plasma que ce qu'on peut trouver dans les portails ou non?
Euh, Alors, quand on parle de plasma pour les portails, il faut parler des plasmas du plasma qui génère la formation d'un portail de façon artificielle. Donc, c'est un plasma qui tourne et qui génère un portail. Mhm. Oui, on peut comparer un petit peu. C'est le même genre de. C'est un plasma, donc c'est quand même assez chaud et c'est à des pressions quand même assez élevées aussi au niveau physique. Et, c'est très fluide. C'est très fluide comme matière. Ça bouge très, très rapidement. Et le Comme plasma, un, presque comme un rayonnement, mais c'est pas vraiment du rayonnement. Mais ça s'en rapproche. le fait que ça rayonne pas de la même manière, est-ce que ça différencie peut-être le fait qu'il y ait une température différente entre ces faisceaux du Soleil et le plasma en lui-même du portail? Ben, dans un portail, il peut y avoir plusieurs sortes de plasma selon la conception. Alors, c'est pas le portail lui-même qui est Enfin, si, il y a une zone de plasma juste à la Hmm. frontière, oui, oui. Mais si on parle du plasma qui sert à générer le portail, celui-là, il peut avoir des propriétés assez différentes selon la conception. Après, si on parle vraiment, ah oui, c'est ça, c'est de ça que tu voulais parler, de la partie plasmique qui est liée Hmm. à la structure même du portail. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des différences? Je vois que c'est assez proche, hein. Ça se ressemble beaucoup, hein, Ah. comme type de matière. Ouais. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est le fait que le Soleil, tu décrives ça un petit peu comme chaud et que les portails, on peut les traverser comme ça sans que ça soit gênant, cette chaleur. C'est parce que en fait, quand on traverse le portail, on se dématérialise. Donc, il n'y a pas la perception de la chaleur puisque le corps se dématérialise au fur et à mesure qu'il traverse le portail. D'accord. Est-ce que je peux te demander de vérifier une information que j'ai reçue, qui est que les rayonnements du Soleil, quand ils arrivent au niveau de notre Terre, c'est en partie dû au gaz qui se trouve dans notre stratosphère, qui multiplie l'effet en fait des rayonnements et donc qui définit cette chaleur. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça qui augmente la chaleur chez nous. Est-ce que c'est le cas, ça ou pas? En fait, les rayonnements du soleil, Mm. euh, il y a une partie des rayonnements qui arrivent directement jusqu'à nous, mais il y en a beaucoup de rayonnements qui sont arrêtés Mm. par l'atmosphère et qui sont ensuite en fait comme transformés Mm. par le fait de la traversée de la matière de l'atmosphère Mm. et ça leur change leur taux vibratoire. Ça leur fait baisser au niveau vibratoire. Et du coup, ça se transforme, par exemple, en lumière bleue. C'est pour ça qu'on voit le ciel bleu. C'est parce que la lumière du soleil euh, excite les atomes d'oxygène et les atomes d'oxygène crachent une lumière bleue suite à cette excitation. Donc la lumière bleue, elle vient pas du soleil, elle vient des atomes d'oxygène.
Mais si ils n'avaient pas reçu la lumière du soleil, ces atomes n'auraient pas été excités, ils n'auraient pas créé la lumière bleue. C'est juste un exemple. Mais Oui. donc il y a une bonne partie des rayonnements qu'on reçoit sur la Terre qui ne sont pas directement ceux du soleil. Mhm. Mais est-ce que ça vient modifier peut-être la température de ces rayons? Alors, ça modifie leur niveau vibratoire, et quand on arrive dans la zone des infrarouges, ben là, on arrive dans la zone de ce qui correspond à la chaleur. Donc, une partie de ces vibrations se transforme en infrarouge et génère de la chaleur. Mmh. Parce qu'on a déjà entendu dire que dans l'espace, il fait «froid» entre guillemets. Alors Oui. je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en fonction de ça, le soleil est plus proche de nous quand on est dans l'espace que sur Terre et pourtant il fait plus chaud sur Terre. Il fait froid dans l'espace parce il y a peu de matière pour recevoir le rayonnement. Mmh. Voilà. Mmh. Il y a beaucoup de vide. Mmh. Donc le rayonnement, il traverse, mais il s'accumule pas. C'est par exemple quand on s'expose au soleil, heu, c'est pas, à l'intérieur de nous qu'on a chaud, c'est en surface. C'est là où la mati le la matière reçoit notre peau reçoit le rayonnement. Donc il faut Mmh. de la matière pour recevoir la chaleur du rayonnement, sinon, ça traverse. Mmh. Et c'est ce qui se passe, dans l'espace, comme il y a beaucoup de vide, et ben, ça fait que traverser. OK. Parce qu'il y a pas les atomes en question. Il y a pas assez d'atomes pour que ça accumule de la chaleur. OK, d'accord. Bon, eh bien, je pense qu'on retournera faire une deuxième, voire une troisième enquête sur le soleil, mais on va terminer déjà celle-ci et tu vas